l'Yveline Cast, ceux qui suivent sauront. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir... Toi, tu suis pas. Je suis très heureuse d'accueillir Erwan, qui ne suit pas parce qu'il ne vient pas souvent, donc je suis contente quand il est là. Bonjour, bonjour Camille. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là. On va parler ensemble de comment les réseaux sociaux piratent notre esprit, Oui. et aussi parler de notre petite classification des réseaux sociaux en 2016. C'est ça. Que ça nous amuse beaucoup. C'est ça. Et aussi faire la suite de l'histoire des machines qui ne servent à rien dans la vie, les useless machines, et aussi parler de Facebook, et d'ailleurs on va commencer par ça. Sur Facebook se vante d'être la plateforme où on voit le plus de vidéos dans la vie, 2 fois plus que sur YouTube. Ouais. YouTube c'est déjà pas mal, c'est 4 milliards de vidéos par jour. Facebook dit, ouais mais nous c'est 2 fois plus, c'est 8 milliards de vidéos par jour. En tout cas c'était les chiffres Ça a de été novembre. surtout une croissance absolument monstrueuse par rapport à YouTube parce qu'il est arrivé beaucoup plus tard sur le marché de la vidéo et ça a super cartonné. Mais derrière... Et derrière, il y a une autre statistique qui vient d'arriver et qu'on trouve très très drôle, qui est que 85% des vidéos de Facebook sont vues en fait sans le son. Donc Parce que quoi? Parce que c'est par défaut sur Facebook, tu Et parce que scrolles, l'autoplay. t'as la vidéo qui part en autoplay, donc si elle était avec le son, ça serait insupportable. Donc ils coupent le son. Ils choisissent de la faire partir, mais par contre, ils coupent le son. Et du coup, personne ne met le son parce que tu tombes sur une vidéo que t'as pas demandé, ça t'intéresse plus ou moins, tu regardes vaguement de quoi il s'agit, t'as pas besoin du son pour ça. T'as pas besoin du son, mais forcément, du coup, les gens se sont adaptés. Enfin, les producteurs de vidéos se sont adaptés. Sachant que cette statistique est sortie très récemment, mais tout le monde s'est rendu compte très vite, parce que on est nous-mêmes des utilisateurs de Facebook, tout le monde s'est rendu compte très vite que toutes les vidéos de Facebook, on les regardait sans le son. Et là, du coup, les gens se sont adaptés. C'est ça que moi je trouve assez formidable, c'est que beaucoup de vidéos aujourd'hui déjà cherchent à capter l'attention tout de suite. Contrairement à YouTube où il y a beaucoup de vidéos de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et tout ça. Là, c'est des vidéos très courtes, très ciblées. Et il faut que dès les premières secondes, parce que cette vidéo, elle fait partie d'un feed, comment on appelle ça? Un flux, voilà. On peut passer très vite sur une vidéo. Donc, il faut vraiment que la première seconde ou les 2 premières secondes captent l'attention de l'utilisateur. En plus, il faut des sous-titres. Et là, il faut des sous-titres et une mise en page avec les bandeaux noirs au-dessus et en dessous pour mettre un gros titre pour dire attention ce que c'est, ça va durer 1 minute 30, on va parler de ça et tout ça. Ils embedent finalement leur propre vidéo dans un truc qui va avec la logique de flux et la logique de silence. Et puis, ils sous-titrent les vidéos quand... Comme on ne regarde pas les vidéos au départ de la même façon sur Facebook et sur YouTube, aujourd'hui, on ne fait plus les vidéos de la même façon sur Facebook et sur YouTube. Oui, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Et puis, il faut bien voir aussi, du coup, que tout le monde se rend bien compte que les 8 milliards ou les 8 millions, le 2 fois plus de Facebook par rapport à YouTube ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que les vidéos sont consommées sur YouTube d'une manière complètement différente et c'est une vraie consommation active sur YouTube la plupart du temps. Sauf quand on regarde par défaut des trucs un peu qui se relancent parce que sur YouTube aussi il y a l'autoplay à la fin d'une vidéo donc ça rentre dans ce cadre-là. Quand tu vas sur la première vidéo, en général tu l'as choisie. Voilà. Donc en fait le type de consommation est totalement différent et surtout c'est une consommation réelle alors que Facebook, moi je dois consommer sans le savoir 50 vidéos par jour sur Facebook. Clair. Alors que finalement, est-ce qu'il vaut mieux se vanter de 4 milliards de vidéos que les gens regardent vraiment ou de 8 milliards de vidéos que les gens regardent pas vraiment? La réponse est-elle dans la question? Un petit peu. C'est ça. La petite virgule what the fuck, c'est un chanteur d'opéra allemand qui s'appelle Michael Folle, qui a été filmé par l'université de Fribourg en IRM, donc en imagerie à résonance magnétique. Et ça donne ça. Comment elle monte sa langue? C'est assez dingue. J'adore. Mais ouais. Et on se demande, quand on voit cette vidéo, on se demande mais pourquoi on n'y a pas pensé avant et comment ça se fait qu'on y ait pensé aujourd'hui. Mais c'est juste... Je pense que quelqu'un aujourd'hui a décidé de le mettre sur YouTube, mais on doit savoir faire ça et penser depuis longtemps. Non mais c'est exceptionnel. Ouais. Bravo. L'actu.
tu as trouvé sur les internets un article super intéressant. Ouais. Enfin, j'ai trouvé, en même temps, tout le monde l'a trouvé parce qu'il a quand même beaucoup tourné. En tout cas, c'est toi qui me l'as montré. Je suis pas allé avec ma petite pelle sur internet Moi, je l'ai chercher. découvert grâce à toi, donc j'estime que tu es le trouveur de cet article sur Medium qui s'appelle Comment la technologie pirate l'esprit des gens. Ouais. Par Tristan Harris, qui a un métier formidable. Qui a un métier formidable. Il est l'ancien design. Alors, en anglais, c'est design ethicist. Un éthicien du design, quoi. Ouais, il bosse sur l'éthique du design, en fait. Et puis sur chez Google. Voilà, et un design philosopheur aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui pense vraiment le design en fonction des usages et en fonction de la manière dont on peut faire des mauvais designs, entre guillemets, des designs un peu pernicieux par rapport à des designs qui aident vraiment les gens. Et en fait, il a bossé comme ça pendant plusieurs années chez Google. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle lui-même magicien. Parce qu'il dit, quand j'étais petit, j'aimais bien faire des tours de magie. Et le tour de magie, ça consiste en fait à attirer l'attention de quelqu'un à un endroit en détournant un peu son esprit. Tu focalises son attention pour pas lui faire voir autre chose qui se passe ailleurs dans son champ de vision pendant ce temps. Et il dit, en fait, le design dans les applications aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on prend les vulnérabilités des gens, les faiblesses, et puis on les manipule pour qu'ils utilisent l'application de la manière dont nous, on le voudrait. C'est ça. Et alors, le truc, c'est que c'est l'ensemble de ces conclusions. Alors en plus, pour nous, en fait, ça a été assez intéressant parce qu'on s'est mis à travailler sur un article. Alors c'est vrai que d'habitude, quand on est dans le 56cast, on va vous parler des articles qu'on a déjà fait auparavant. Là, on l'a pas écrit. Alors on va travailler ensemble. Parce qu'en fait, l'idée c'est une réflexion qu'on s'est faite, c'est comment est-ce qu'en 2016, il peut y avoir autant de réseaux sociaux qui cartonnent. C'est autant de réseaux sociaux. On est nous-mêmes abonnés à plein de réseaux sociaux. Je me rappelle encore de l'époque 2011-2012. On était déjà là ou pas loin. Mais où je me disais, plus de 2 réseaux sociaux, c'est pas très raisonnable. Si on est sur Facebook et sur Twitter. Ouais, je me disais ça. Bah oui, je me suis dit ça au moment où je me suis inscrit sur Sens Critique. Je me suis dit, mais non, ça sert à rien que je m'inscrive sur Sens Critique. Je suis déjà sur Facebook et Twitter. Donc ça n'a rien à voir. Tu peux faire des listes. Voilà. Donc, bref, merci de répondre à la question. Et aujourd'hui, on se rend compte que avec, on peut les lister, mais avec des Snapchat, avec des Pinterest, avec des Sens Critiques, avec même des Steam du côté de Valve, qui a un aspect réseau social énorme, avec évidemment Facebook, Twitter, Instagram, et puis WhatsApp pour ceux qui utilisent, et puis plein d'autres choses. On se demande comment est-ce que ça s'organise tout ça, et on s'est dit, on est encore inscrit sur 25 trucs différents, et on continue à les fréquenter. Plus ou moins régulièrement selon les sites. Et finalement, c'est un lien avec cet article puisqu'on se fait piéger par leur... ils continuent à nous teaser et on continue à les fréquenter, tous, parce qu'il y a des raisons différentes à chaque fois. Voilà, il y a des raisons différentes. Ouais. On va vous parler de notre mini-classement peut-être après, mais pour revenir au papier de Tristan Harris... En fait, j'ai envie qu'on commence par le classement. On va commencer par le classement. Si tu veux bien. Non, mais commençons par le classement. Parce que c'est un peu à notre manière, quoi. On a voulu mettre des choses dans des boîtes. On aime bien mettre des choses dans des boîtes. Alors d'abord, il faut trouver des boîtes. On a fait la liste de tous les réseaux sociaux qui existent encore plus ou moins aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, qui sont aussi qui ont existé par le passé. On a oublié. Bah ouais, on a oublié les trucs un peu confidentiels ou qui marchent pas trop en France. Ouais. On a fait quand même un gros tour, quoi. Et le plus dur, en fait, quelque part, c'est de trouver les boîtes. Et de mettre des noms sur les boîtes. Oui. Non, mais parce qu'on se rend pas compte de ça. Parce qu'après, une fois qu'on a les bonnes boîtes et qu'on a mis les beaux noms, bah on met les réseaux sociaux dedans. Enfin voilà. Donc la boîte la plus simple finalement, ça a été les réseaux sociaux, les principaux, enfin les mainstream. Celui où ta mère est dessus. Hein. Voilà, celui où ta mère est dessus, c'est ça. Donc évidemment là-dedans, c'est Facebook, c'est Twitter, et puis l'incontournable Instagram. Côté Facebook, et puis presque l'incontournable WhatsApp, côté Facebook aussi, en milliards d'utilisateurs. Il faut donc, en fait, chez ces réseaux mainstream, il y en a 3 réseaux sociaux Facebook. Oui, voilà, et puis c'est aussi ceux qui ont, à part Twitter, qui a cette contrainte un petit peu de forme, c'est aussi ceux qui sont les plus généralistes, quoi. Ils n'ont pas de... L'intéressant, c'est la force et finalement l'opération qui s'est révélée être extrêmement profitable pour Facebook d'avoir racheté Instagram. À l'époque, c'était une des premières boîtes qui était rachetée, qui avait dépassé le $1 milliard symbolique au moment du rachat. Et puis, bon,
on se disait bah, c'est pas mal, mais bon, est-ce que Facebook se disperse pas? Non, en fait, Instagram a sa vraie vocation de réseau social et c'est un carton tellement planétaire de gens qui finalement échangent à travers des images, à travers des photos. C'est un type d'échange Instagram qui est absolument unique et voilà. Après, alors du coup, ça c'est un peu les réseaux où il y a même la vieille génération. Du coup, à l'inverse, il y a la boîte qu'on a appelée « T'es trop vieux pour comprendre ». T'es trop vieux pour comprendre parce que tu as passé l'âge. Tu as passé l'âge. Alors, c'est quoi cet âge? C'est ça. C'est trop vieux, passé l'âge. Ouais, j'avais dit la même chose. Tu pléonasmes un peu là. Ouais, je pléonasme. Mais bon, hein, c'est comme ça. Oui, parce que c'est pas facile pour moi aussi. Tu comprends, cette boîte, elle est pas facile pour moi. Elle est pas facile parce que d'un coup, voilà, je suis trop vieux pour comprendre. T'es trop vieux pour comprendre Snapchat. On a souvent cette discussion. Genre, qu'est-ce que je fais sur Snapchat une fois que je suis dessus? Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. Alors Snapchat, c'est quand même pas un réseau mineur. Hein. C'est un réseau où Alors c'est marrant parce qu'il y a justement des stats que j'ai vu passer hier sur les internets qui montraient la répartition de l'âge des utilisateurs des différents réseaux sociaux. Et finalement, les répartitions par tranche d'âge sont à peu près toutes les mêmes, sauf Snapchat qui est vraiment tout seul dans sa catégorie avec les 15-18 ans qui font 40%. Après, tu as les 18-24 ans qui font 30%. Et après, tu as tout le reste. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a plus de 25 ans, c'est compliqué d'être sur Snapchat. Pourquoi c'est compliqué? Parce que d'une part, il n'y a que des gens de moins de 25 ans sur Snapchat. Oui, donc, en fait, de fait, tu n'as pas d'amis. T'as pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis sur Snapchat. Donc, en fait, c'est un problème. Et puis, ensuite, peut-être que, quelque part, le Snapchat est aussi l'équivalent de la programmation d'un magnétoscope dans les années 80. Le genre de truc que tes parents savaient pas faire, mais que toi, étant gamin, tu savais faire. Mais toi, tes parents, ils savaient faire. Mais moi, mes parents, ils savaient pas faire. Et c'est un peu ça. C'est qu'on a Snapchat en main. Sincèrement, l'interface, elle est complètement folle. C'est pour trouver comment se servir de Snapchat, il faut... perturbé par le truc, il faut descendre pour faire apparaître un menu, à gauche, t'en as un autre, et caché à droite, t'en as un autre, mais au milieu, t'as juste la caméra. Et c'est assez marrant parce qu'il faut avoir ce rapport à la technologie qu'arrivent à avoir très facilement les jeunes, c'est celui de se tromper et réessayer, apprendre par l'échec, apprendre. Et c'est un truc que font très bien les enfants. Les enfants n'apprennent que comme ça. Les adultes, eux, ils ont besoin d'avoir une notice. Et en fait, le Snapchat, il faut pas avoir de notice, il faut essayer tous les menus. De toute façon, c'est pas grave, les messages sont détruire, tout ça. Ah oui, il faut qu'on avance. C'est vrai qu'on est pas. Donc t'es trop vieux pour comprendre. On a aussi Ask.fm, le réseau social où on se parle par questions-réponses. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime ci, j'aime ça. De toute façon, à l'époque, on se faisait des questionnaires de 120 questions sur les forums auxquels on répondait. C'était un Ask.fm manuel, hein, c'est tout. Ouais, t'étais jeune, en fait, à l'époque. C'est ça. Et après, oui, Mitomo qui a failli, qui va pas tarder à être dans la dernière catégorie de ce classement, hein, mais c'est pour l'instant effectivement Mitomo, c'est très axé. Nintendo avec les petits avatars là. Finalement, c'est un Ask.fm avec des mi, grosso modo c'est ça, et où tu choisis pas les questions et où tu n'arrêtes pas de répondre à c'est quoi ton pain préféré. Voilà, ton pain préféré. C'est la question Mitomo. J'ai vachement envie d'y aller. Ouais, moi je suis parti. Periscope que les jeunes utilisent pour raconter leur vie et s'ennuyer devant la caméra. Ouais. Et Periscope, c'est assez rigolo. C'est un peu la manière de Snapchat. Je reviens. Snapchat essaye d'attirer les vieux, en fait. Essaye d'attirer les plus de 25 ans, notamment avec les Snapchat Stories, en amenant CNN, BBC, que les médias fassent leur story, etc. Donc ils essayent comme ça de capter un nouveau public. Et Periscope, ça se fait aussi. Ils commencent à toucher les plus vieux, notamment avec Nuit debout, avec les gens qui suivent et qui utilisent Periscope pour une utilisation un peu média. Mais c'est vrai que Periscope qui s'est lancé et qui a fait un peu de buzz, mais pendant un an, on n'en a plus entendu parler, ça sert à faire une sorte de selfie vidéo où on raconte sa vie et on répond aux questions de 3 utilisateurs. Et c'est que, là, pour le coup, c'est une utilisation très jeune. Boîte suivante. Qu'est-ce que je fous là déjà? Ouais, qu'est-ce que je fous là déjà? C'est la question que tu te poses avec LinkedIn. Ouais, voilà, c'est la classification. En fait, c'est la boîte qui est faite pour LinkedIn. Hein. C'est le truc où tu t'es inscrit à un moment où tu t'es dit peut-être qu'un jour je chercherai du boulot ou là j'ai envie de chercher du boulot. Finalement, tu as accepté des gens et puis après, tu reçois 3 mails par jour. C'est une boîte, un réseau social qui est fait très précisément pour les gens qui cherchent du boulot ou les gens qui ont besoin de tisser des relations professionnelles. Ouais.
Et le truc, et en plus, tu peux jamais te désabonner. C'est pire que tout. Alors c'est marrant parce que son pendant français, Viadeo, j'ai essayé de m'en désinscrire et ils m'ont demandé que je leur envoie la photocopie de ma carte d'identité, limite mon extrait d'acte de naissance, je sais pas quoi. Voilà. Et j'ai jamais réussi. Et une fois que je leur avais fourni les pièces, ils m'ont dit d'accord, maintenant il faut 3 semaines pour que ça se désactive tout seul. 3 semaines plus tard, mon réseau était toujours en ligne, je l'ai vu, et je leur ai demandé pourquoi, et ils m'ont dit ah mais c'est parce que vous vous êtes connecté, du coup vous avez relancé le délai, vous avez annulé votre demande. Enfin c'était mais hallucinant quoi. Donc là, c'est qu'est-ce que je fais là? Déjà, je me suis inscrit sur un réseau social, je sais plus pourquoi, mais... Pinterest. Et Pinterest, c'est un peu la même chose, même s'il semble qu'il y a des gens qui savent pourquoi ils sont là. Moi, les Américains. Les Américains, les Américaines. Les Américaines. Oui. Ça cartonne chez les gens qui font la cuisine et des goûters d'anniversaire pour les enfants et qui veulent montrer comment c'est trop bien décoré, avec des couleurs pastel et tout ça. C'est ça. J'arrive pas à savoir si ça marche encore bien en France. J'ai demandé à Pinterest, ils m'ont juré qu'ils m'envoyaient les chiffres, ça n'est toujours pas venu. Donc moi, je pense qu'ils ont quelque chose à cacher et qu'il n'y a que des Américains dessus. Et Google+, on sait pas ce qu'on fout là-dessus. Enfin, si, on sait très bien. Google+, nous a tous inscrits sur Google+. On est tous inscrits. On y est toujours. Voilà. Après, on va aller rapidement, parce que il y a les réseaux sociaux outils, parce qu'on y est, parce que ça sert à quelque chose, parce qu'il y a une utilité. J'ai parlé de Steam tout à l'heure. Évidemment, quand on joue aux jeux PC, on est un peu obligé, mais on se retrouve à ajouter des gens, à discuter, à faire partie de groupes, à connectionner des badges, à faire partie de groupes de discussion, etc., à suivre des gens. C'est vachement intéressant sur Steam, ce truc on suit un peu des influenceurs ou des gens qui testent les jeux, qui savent nous aiguiller, pardon. Et alors, puis plein d'autres. Il y a Slack, le réseau qu'on utilise quand on travaille dans l'informatique et dans les choses de geek pour c'est des espaces de discussion pour professionnels. Au bureau, en fait, quand on travaille dans les internets. Slack, c'est vraiment l'utilisation des outils de réseaux sociaux pour un truc de productivité, au travail. Mais pour le public, ça marchera jamais, je pense. On a parlé de Sens Critique, évidemment. Ça sert à soit gérer sa propre collection d'œuvres qu'on a vues et se souvenir un peu les notes et tout ça, soit de découvrir des nouvelles œuvres suite avec ce système d'éclaireurs. Alors, toujours dans le truc créatif, il y a aussi Tumblr où c'est quand même beaucoup utilisé par des personnes qui faisaient des blogs avant, un petit peu. Qui faisaient des blogs avant et qui partagent leurs créations et d'autres qui les suivent. Le réseau outil, un peu, qui est aussi un réseau outil, c'est par exemple Tinder. Bah oui, tous les trucs de rencontres, ça sert à un but bien précis, on swipe entre les profils, mais là on est vraiment sur un profil de réseau social qui sert à quelque chose. Et puis il y en a d'autres comme Vine, comme Medium, dont on a parlé tout à l'heure. Quora, où on pose des questions à ceux qui savent et ceux qui savent apportent leurs explications éclairées. Même si Quora a un petit côté, qu'est-ce que je fais là déjà, parce que. Par ailleurs, il y a des trucs qui se chevauchent un petit peu. Ça se chevauche un petit peu. Alors, il y en a une que j'aime bien, c'est les étoiles filantes. Ouais, c'est une jolie boîte, ça. C'est les réseaux sociaux qui ont eu du succès pendant 15-30 jours d'affilée et après on n'en a plus jamais entendu parler et on ne se souvient même plus du principe. Ouais. Genre Yo, je me souviens du principe, c'était un truc qui t'envoyait des notifications et ça faisait Yo dans ta poche et c'était tout. Et il y avait plein d'articles dans la presse. Par contre, Hello, Stolen, Peach et Mindy, je sais qu'à un moment, tout le monde disait « C'est le nouveau Facebook, ça va cartonner, c'est la killer app, ils vont lever des milliards d'euros dans la Silicon Valley. » Et je sais même plus quel était le principe. Alors Hello, c'était une sorte de interface minimaliste, un réseau social minimaliste. Et je t'avoue que les autres, c'est moche en noir et blanc. C'est ça, c'est celui-là, et qui continue avec son côté qui est devenu un peu outil pour les créatifs, un espèce de réseau social DeviantArt, enfin voilà, ce genre de choses. Il y avait Whisper aussi, dont on parlait pas mal, qui servait à partager des secrets sur les gens qu'on connaissait. Voilà, mais alors le réseau social anonyme, malheureusement, pour se faire des amis et pour trouver ses amis quand on est anonyme, ça marche moins bien. Et puis la dernière catégorie, celle où Mitomo ne va pas tarder à arriver, évidemment, je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est les bons souvenirs, c'est ces réseaux sociaux qui sont morts ou en passe de l'être, ou qui nient eux-mêmes le fait qu'ils ne le savent pas encore. C'est un peu les Bruce Willis dans le Sixième Sens. Enfin voilà, ils ne savent pas qu'ils sont morts. C'est eux. Et bien évidemment, c'est Google. MySpace. Mais MySpace ne sait pas qu'il est mort. Copain d'avant, pareil. MySpace, je pense qu'ils assument. Non, il y a Timberlake, il y a 3 ans. Foursquare, il nie par contre. Hein. Ils essayent de devenir une sorte de TripAdvisor, mais il y a une époque, c'était vraiment un réseau social, Foursquare. Je vois des réseaux sociaux morts, c'est un peu là, c'est Dig, c'est Orkut. Orkut, il est mort officiellement. Hein. Ouais. Et évidemment, notre star française du réseau social qui est copain d'avant, hein, voilà, qui
Et tout ce que fait Google, Google Wave, Google Buzz, Google Spaces, Google Ça, Google sur les réseaux sociaux, c'est assez marrant. À chaque fois qu'ils essayent, c'est morné, Google, quoi. Ils savent pas faire des réseaux non. sociaux. Et bref, comment on n'a pas le temps du coup. Si On a 3 minutes. On a 3 minutes. Ce qui est intéressant, c'est la réponse, c'est comment ça se fait qu'on est encore abonné à plein de réseaux sociaux. Et en fait, ce que nous apporte Tristan Harris, alors je vous conseille, on mettra le lien dans l'article du 56cast, mais sur comment la technologie pirate l'esprit des gens. Et c'est assez marrant parce que notamment il dit qu'on a avec le téléphone, parce que c'est surtout ça qui a amené cette possibilité de s'abonner à plusieurs réseaux sociaux, on a tous une machine à sous dans la poche. C'est son exemple le plus gros. C'est quoi la machine à sous? C'est on met une pièce et on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est exactement ça. On a des notifications, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière les notifications. Ou alors même, on n'a même pas de notification, mais on va voir quand même si au cas où il y a un truc nouveau. Le fait de sortir le téléphone de ta poche et de regarder ce qu'il y a sur l'écran, c'est comme une machine à sous. Enfin, qu'est-ce que j'ai gagné comme nouvelle notification? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai regardé? Exactement. Et on peut se poser la question, on ressort, je ne sais pas si c'est des statistiques, mais on doit sortir en moyenne 150 fois son téléphone de la poche par jour. Est-ce que on a besoin de le faire? Non, parce que on a une seconde à tuer, ou même pas par réflexe, on va voir est-ce que il y a des nouveaux messages sur Twitter, qu'est-ce qui se dit sur Facebook. Et en fait, c'est un fonctionnement de machine à sous qui est un truc d'addiction hyper connu et déjà renseigné. Et en fait, on retrouve ce système-là. Alors, technique suivante, c'est jouer sur la peur des gens de rater quelque chose d'important. Ouais, FOMC, Fear of Missing Something Important. Ça, c'est le truc classique et qui finalement, on comprend pourquoi tout le monde réussit à s'abonner à plusieurs réseaux sociaux, parce que nos amis sont sur plusieurs réseaux sociaux, et donc si on n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux que nos amis, on va rater quelque chose qu'ils vont dire sur ce réseau social, donc on va rater quelque chose d'important. Si tu veux suivre l'actualité de ton cousin qui n'est pas sur Facebook, mais par contre qui donne des nouvelles sur WhatsApp, et tu vas télécharger WhatsApp juste pour lui, quoi. Ouais, et puis pareil pour Snapchat, pour Vine, pour Periscope, pour tout ça. Et en fait, finalement, on va toujours, évidemment, on va toujours rater quelque chose d'important. La vie n'est que de ratage de choses importantes. C'est beau ce que tu dis. Mais oui, bien sûr, parce que les choses importantes, finalement, c'est celles qu'on voit. Après le reste, on rate évidemment plein de choses. Un critère que j'aime bien, c'est le social approval, donc le fait de se sentir validé socialement. C'est ça. Par exemple, sur Je pense que c'est la drogue la plus importante des réseaux sociaux. Ouais. Sur Facebook, il dit, quand je suis tagué par un ami sur une photo, j'ai l'impression que c'est un honneur que me fait cet ami, il est allé me taguer spécialement pour montrer que j'étais avec lui, que ça lui a fait plaisir et tout ça. Mais c'est que Facebook lui a suggéré ce tag. Exactement. Il a déjà mis un carré autour de la tête et lui a dit est-ce que c'est pas machin, et t'as juste à cliquer sur oui. Donc t'as l'impression que c'est un honneur et que tu te sens intégré dans un groupe, et c'est juste Facebook qui a voulu faire ça. Oui, et puis plus on s'abonne à des réseaux sociaux, plus justement on a cette acceptation sociale, cette espèce de gratification sociale d'avoir des nouveaux amis, d'avoir des nouvelles notifications, d'avoir des retweets, des j'aime, des partages, des choses comme ça. Sur tous les réseaux sociaux, c'est la base, quel que soit le réseau social. Et finalement, tout nouvel ami, tout nouveau contact, toute nouvelle validation sociale, c'est un truc qui est bien pour l'ego. Et donc, du coup, plus on multiplie les réseaux sociaux, plus on a ce retour un peu gratifiant pour son ego et pour sa présence sociale. Il y a aussi l'astuce de t'enfermer dans une boucle infinie. Donc, ça peut être le scroll infini de Facebook. Ça s'arrête jamais. Donc, du coup, tu t'arrêtes pas parce qu'il n'y a pas de bas de page. Ça peut être sur Netflix, le fait de toujours lancer la vidéo suivante avec un compte à rebours, ou sur YouTube. Donc, du coup, si t'as la flemme, si t'as pas la volonté d'en sortir pour aller faire une autre activité, ça continue, quoi. Tu peux rester dessus. Revient au dernier point de sa liste. Encore une fois, je conseille de lire, si vous lisez l'anglais, le papier sur Medium. Le dernier point de la liste, qui est super intéressant, c'est le côté, les réseaux sociaux, ils mettent le pied dans la porte, à la manière des commerciaux qui essayent de rentrer dans la maison pour finalement réussir à vendre des encyclopédies. C'est un peu la même chose, parce que finalement, ils vous disent ah, regardez, quelqu'un a posté une nouvelle photo. Donc en fait, on va cliquer, avec ce geste-là, on va rentrer sur le réseau social et on va y passer 20 minutes parce que à côté de la nouvelle photo, on va quand même regarder ce qui se dit sur le flux général. Et puis on a des notifications, donc on va aller voir dans les notifications ce qui est. Et en fait, et puis est-ce que tu voudrais pas regarder dans tes contacts s'il n'y a pas d'autres personnes que tu pourrais ajouter comme amis Exactement. Et en fait, cette nouvelle notification, cette nouvelle photo postée par un ami, et finalement c'est le pire des chevaux de Troie, parce que ce que propose Tristan Harris, il imagine une interface où à la place d'avoir un nouvel ami vient de vous poster une photo, il dit acceptez-vous de passer 20 minutes sur Facebook
Et là, ce bouton-là, est-ce qu'on clique dessus comme on clique sur la photo, voir la photo de l'ami? C'est pas évident dessus, parce qu'on n'est pas prévenu qu'on va passer forcément 20 minutes dessus. Voilà. Et puis juste un dernier truc, c'était de proposer, de toujours compliquer la vie de celui qui veut échapper à ça et de celui qui veut partir, quoi. Le fait que ça soit super dur de se désinscrire des sites. Surtout en précisant que ça va être simple à l'origine. Ne vous inquiétez pas, acceptez, créez votre compte. De toute façon, vous pourrez vous désinscrire après. Vous vous engagez à rien, on va rien toucher, machin. Et puis après, une fois qu'on y est, c'est une autre affaire pour qu'on parte. Et puis une fois que tu commences à leur donner des données, après c'est tellement difficile d'en partir. Ouais. Tu te dis mais toutes les photos que j'ai mises et tout, il y a toute ma vie dedans. Je préfère rester, c'est finalement plus simple que d'essayer de me faire une archive, de tout récupérer pour aller ailleurs et essayer autre chose, quoi. Voilà, donc un article bientôt à lire dans Libération. Enfin, bon, j'espère bien qu'on l'aura écrit quand même parce qu'on est diffusé dans 2 semaines par rapport à aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, normalement oui alors. Normalement. Un article à lire sur Libération, c'est un défi. On a intérêt à le faire maintenant. Pression. La dernière fois, dans le potager du web, on faisait la partie 1 des useless machines, donc les machines qui servent à rien parce que tu appuies sur un bouton et donc il y a un truc qui sort et qui éteint le bouton qui referme la machine et voilà, c'est tout. Bien. Ça ne sert à rien. Donc la machine, elle date d'il y a longtemps, il y a eu un gros retour de mode sur Internet, elle est même vendue sur ThinkGeek aujourd'hui, c'est devenu une sorte de must-have du geek comme la clé USB en forme de Lego, quoi. Et tiens d'ailleurs, celle de ThinkGeek, c'est celle-là. Un petit peu plus moderne que la version en bois. Voilà, c'est super intéressant, mais il faut l'avoir. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tant de l'acheter comme ça à 25 $ déjà toute faite, c'est de la construire. Hein, si tu as un tout petit peu de connaissances en électronique, si tu veux t'y mettre un petit peu, il faut l'adapter, la bidouiller, la hacker, détourner un petit peu sa fonction première, et après tu postes le résultat sur YouTube. Tu fais immédiatement 250 000 vues de gens qui disent « Oh, mais c'est trop intelligent, j'aurais dû y penser, j'aurais dû faire cette variante de la useless machine. » J'aurais pu faire un truc encore plus inutile. Mais voilà, oui, c'est une sorte bataille de l'inutile. De concours à l'absurde, c'est très très drôle. Ouais. Non, c'est très Donc une des stars des useless machines faites à la maison, c'est celle qui a 8 boutons au lieu d'un seul. Alors fallait y penser, j'aime beaucoup le concept. Et il allume les 8 en même temps. Et elle éteint les 8. J'adore, t'as vraiment l'impression qu'il y a un petit robot et que tu le fais chier à l'intérieur. Mais arrête. Non, c'est très bien. On a aussi la double machine inutile qui se bat en duel contre elle-même. Ouais. Parce que si t'en mets 2 face à face, comme ça... Et que tu... Oh. Eh oui. Oh, mais oui. Ah oui, oui. Normal. Et voilà, ils vont s'énerver à la fin. Oui. Et à la fin, les robots, ils prennent le contrôle du monde. Hein, tu sais, c'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'on est exterminés à la fin. C'est parce qu'on les a saoulés avec la useless machine. Ça, c'était une vidéo Skynet, c'est après. Enfin, moi, du créateur de la vidéo originale, ça a 10 millions de vues, Frivolous Engineering. Là où ça commence à devenir vraiment drôle, c'est quand on programme différentes réponses à la machine. Au lieu qu'elle éteigne juste le bouton que tu as allumé, tu l'as fait, des fois elle le fait vite, des fois elle le fait lentement, et comme ça tu as vraiment l'impression qu'elle a une personnalité derrière et que c'est pas juste un programme. Donc avec une vidéo de Sally71 par exemple, en plus il y a un chat donc j'aime bien. Ah ouais, non, franchement, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Et là, il pète un plomb. Non, c'est très bien. Franchement. C'est pas fermé. Je vérifie une dernière fois. Et maintenant, c'est fermé. Alors, la variante qui a le plus de vues sur YouTube, qui cartonne quand même 8,6 millions de vues, c'est carrément un sketch, en fait, avec 2 personnages, chacun sa personnalité, et puis ils se font des blagues tous les deux. Il y a un humain et il y a une machine. C'est une vidéo de JK Brickworks.
Bien. Voilà, voilà. Non mais c'est beau l'inutile. En fait, moi j'adore l'inutile. Enfin, le useless, c'est absolument ce qu'il y a de plus beau dans la vie, ce qui sert à rien. Exactement. Et donc la version qui s'en éloigne le plus, mais là fallait carrément y penser, c'est quelqu'un qui a fait le bouton, au lieu que ce soit un bouton, c'est une bougie. Alors c'est un petit défi technique parce qu'il a pris une photorésistance, c'est un composant électronique qui détecte la lumière. Il allume la bougie et la machine voit que la bougie est allumée. C'est BD 594 qui a fait ça. J'éteins ta bougie. Et alors c'est marrant parce que ça rappelle beaucoup l'idée d'un designer hollandais qui s'appelle Zelf Kullman et qui a poussé le concept de la bougie beaucoup plus loin, qui lui en fait a fait une machine, une switch candle. C'est une lampe qui fonctionne avec 5 bougies et la machine allume les bougies et tu peux régler le niveau d'intensité. Si tu mets le bouton sur luminosité 5, elle va allumer les 5 bougies. Et si tu baisses la luminosité, elle va éteindre les bougies au fur et à mesure. Pas être pressé en même temps pour allumer la lumière chez toi. Faut pas être pressé. Non, c'est ça. Ah mais le truc aussi, tu vois, pour en revenir au premier sujet, eh ben ça c'est pas des vidéos Facebook. Ah non, là tu passes 5 secondes et tu zappes. Hein. C'est ça. Donc tu dis qu'il faut avoir le temps d'allumer la lumière chez soi et c'est précisément la réflexion du type qui en fait veut qu'on réfléchisse sur notre rapport à la lumière artificielle et du fait que c'est si facile aujourd'hui de s'éclairer avec une lampe alors qu'à l'époque ça demandait tant d'efforts de faire un feu pour se réchauffer, allumer, y voir quelque chose et rester protégé des loups dans la forêt. Quoi ? Je suis un peu moins sensible à cette partie du discours quand même. Ouais, mais si ça justifie le fait qu'il invente ça, c'est cool. Oui, oui, non, c'est d'accord. C'est marrant. Oui. Il n'a pas dit maintenant c'est de la merde, je suis pour qu'on fasse des feux de bois chez nous. Il dit juste réfléchis à ce que ça coûte d'allumer un feu. D'accord. C'est mignon. Oui. Voilà. Oui. Des poils un peu. Des poils. Allez. C'est une reprise musicale aujourd'hui par un youtubeur qui s'appelle Insane Cherry et qui a chanté We Will Rock You avec des extraits de vidéos virales d'animaux. Alors on a évidemment les chèvres qui gueulent et on a aussi les blabla dogs. Je sais pas si tu vois, il y a plein de gens qui ont fait ça. Ils prennent le museau de leur chien dans leurs mains comme ça et puis quand le chien essaye d'aboyer, du coup ça fait c'est un peu la variante du avec ton chien. D'accord. Non, je connais. Il a ramené. Il triche quand même parce qu'il remixe un peu. Ça dure longtemps. C'est vachement bien. Ouais. C'est gênant, mais je trouve ça un tout petit peu. Mais bon. Bon bah sur ce, salut. Hein. Ciao.